Il faut avouer que c'est pas facile de faire un exposé sur les risques sanitaires liés aux pollutions environnementales, en particulier pour ce type d'incinération sauvage, parce que par définition, il n'y a pas de suivi. Alors, dans les dangers de chacun des polluants, eh bien, l'anhydride sulfureux, le SO2, il y a des sources naturelles, mais dans toutes les combustions, pratiquement, on trouve du SO2. Que ce soit dans les carburants automobiles, le caoutchouc, c'est un des plus gros fournisseurs de SO2. Et surtout, bien sûr, le charbon. Vous êtes une région qui a connu le charbon. Il ne faut pas oublier que c'est cette source de combustion, le charbon, qui était à l'origine du smog en Angleterre. Et avec les inversions de température, tout ce qui sortait des cheminées individuelles, eh bien, se déversait sur les villes. Les concentrations n'ont pas arrêté d'augmenter et ça a fait quand même plus de 5000 morts. Donc, il y a quand même des risques liés à ces émissions, surtout en période stationnaire. Il peut y avoir oxydation dans l'air avec formation de SO3 et d'acide sulfurique. Ce sont des brouillards acides. Et également, quand c'est en présence d'ammoniac, on a du sulfate d'ammonium dont on commence depuis quelques années à s'intéresser comme risque dans les matières particulières. Alors, il y a des effets, surtout à court terme, diminution de la fonction respiratoire, il y a des bronchoconstrictions, il y a pas mal d'études qui ont été faites, des études épidémiologiques qui ont montré le lien entre les concentrations à SO2 et la prévalence de l'asthme. Alors, les oxydes d'azote, bon, c'est un gaz oxydant, on en trouve à chaque fois qu'on brûle quelque chose, si vous voulez, parce qu'il y a l'azote et l'oxygène de l'air qui vont se marier, si je puis dire, pour former ces oxydes d'azote qui sont aussi extrêmement dangereux. Le SO2 et les oxydes d'azote se vendent très souvent ensemble, mais ils se forment lors des incinérations sauvages. Bon, il se forme aussi des acides, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique. Le PVC est le seul à donner des quantités importantes d'acide chlorhydrique. C'est normal, c'est un polychlorovinyl, dérivé chlorhydrique. Vous avez également, par exemple, pour le polyuréthane, des quantités importantes d'acide cyanhydrique. Pour le nylon, c'est la même chose, c'est du polyamide. Vous avez aussi des quantités importantes d'acide cyanhydrique. Le monoxyde de carbone, dès que la combustion est incomplète, le monoxyde de carbone se forme, il se fixe sur l'hémoglobine et il empêche l'hémoglobine de transporter l'oxygène au cœur, de transporter l'oxygène au cerveau. Et bien entendu, chez des sujets qui sont cardiaques, bien là, il peut y avoir une hypersensibilité. Le PVC, eh bien, ça donne des quantités de monoxyde de carbone très supérieures à celles des autres composants, comme le polystyrène. Pourquoi? Parce que ça brûle mal. Alors, on trouve aussi beaucoup de composés organiques volatiles, des hydrocarbures aromatiques, des hydrocarbures chlorés. Il y en a des centaines, alors je ne mis que les principaux. Alors, le benzène, lui, il se forme de façon systématique. C'est même celui qui se forme le plus facilement dans les phénomènes de combustion incomplète, de pyrolyse. Il peut avoir, en toxicité aiguë, en tout cas, des effets sur le système nerveux, mais sur la toxicité à long terme, eh bien, il est classé comme cancérogène, puisqu'il provoque des leucémies myéloïdes aiguës. Les particules, eh bien, tout dépend de la taille des particules, comme les PM10, matière particulière. 10, ça veut dire tout ce qui est inférieur à 10 microns. Alors maintenant, on fait du 2,5 qui pénètre plus profondément dans les alvéoles pulmonaires. Les grosses particules, celles que vous voyez, qui vous font râler parce que vous en avez plein sur le linge, c'est pas celles-là qui sont dangereuses. Ce sont celles justement que vous ne voyez pas. Il faut savoir que les particules dans les usines d'incinération d'ordures ménagères, les particules fines, échappent au filtre. Et d'ailleurs, il y a tout un tableau, si vous voulez, entre des index de qualité, vous voyez, de 0 à 50 microgrammes par mètre cube, et au fur et à mesure qu'on augmente, eh bien, il y a des actions de protection, en particulier pour les personnes sensibles. Et les personnes sensibles, eh bien, ce sont les asthmatiques, les bronchitiques chroniques, les personnes âgées, les jeunes enfants,
Et vous voyez que quand bon, on va prendre très malsain, donc entre 250 et 424, eh bien, toute personne doit éviter des activités en milieu extérieur et il faut penser même au relogement pour les personnes sensibles. Et quand on dépasse les 425, eh bien, il faut éviter de sortir. Ce sont des préconisations qui sont indispensables. Plus les particules sont fines, plus elles sont riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et là, on y trouve des substances cancérogènes. Il y a plus de 100 composés, mais il y en a un certain nombre qui ont été sélectionnés par l'Agence pour l'environnement américain, en particulier pour leurs effets cancérogènes. Bon, on trouve du plomb, qui est aussi un toxique cumulatif. Alors, dans les décharges que l'on a vues, il peut très bien y avoir du plomb, puisqu'on connaît là parfaitement les relations dose-effet chez l'adulte, mais également chez l'enfant. Et chez l'enfant, ça peut aller jusqu'à la mort à 1500. À Paris, dans les années 90, eh bien, il y a des enfants qui mangeaient des écailles de peinture, qui ont eu des plombémies de l'ordre de 6000 microgrammes, ils sont morts. Alors le mercure, c'est aussi un des traceurs que l'on trouve toujours autour des usines d'incinération d'ordures ménagères. Le problème, c'est que vous avez du mercure, vous voyez, hydrosoluble, les sels de mercure, tels qu'ils et dans la nature, on peut avoir des méthylations. Mais là, il n'est plus hydrosoluble, il devient liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses. Et là, il va se concentrer dans les chaînes alimentaires. Le meilleur exemple qu'on donne, c'est Minamata. À Minamata, il y avait des concentrations de l'ordre de 0,2 microgrammes de mercure dans la rivière Minamata. Et puis, dans le Rhin, des personnes qui sont mortes, il y a eu 54 morts à Minamata, des suites de cette pollution. Ben, il y avait des concentrations qui étaient 500 000 fois supérieures. Et ce que c'est que la concentration dans les chaînes alimentaires? La concentration du mercure dans le cerveau, dans les reins, et avec des effets mutagènes et tératogènes, à Minamata, ça a été le cas. Le cadmium passe à l'intérieur des végétaux, ce qui fait que vous pouvez toujours laver vos salades. Le cadmium est à l'intérieur, vous n'enlèverez pas. Et puis, pour les animaux, le cadmium va surtout se retrouver dans les abats, parce que c'est un métal qui se concentre en grande partie dans le foie et dans les rognons, dans les reins. Je ne vais pas trop insister non plus là-dessus. Je vais plutôt parler des dioxines, les polychlorodimazodioxines, PCBD, les polychlorodimazofuranes, et puis les PCB. Tout le monde a déjà entendu les PCB, avec les pyralènes, etc. Et vous voyez qu'ils ont des structures qui sont très proches. Quand on regarde les dioxines, vous voyez, vous avez deux noyaux manganiques, et puis entre les deux, vous avez deux oxygènes. C'est pour ça que je les appelle dioxines. Et là, on pourrait les appeler monooxines, sont les furanes. Et puis ceux-là, il n'y a plus d'oxygène entre les deux, mais ce sont les PCB. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes structures. Et à partir du moment où ce sont les mêmes structures, on va avoir des effets qui sont à peu près identiques. Vous voyez, la demi-vie est très longue dans l'organisme. Quand on les a, pour diminuer de moitié la concentration de dioxine dans les graisses, il faut 7 ans. Donc on les a pour un bout de temps. Donc ça va s'accumuler dans tous les tissus riches en graisse. Et en particulier dans le lait. Et notamment dans le lait maternel. Donc il y a pas mal d'études expérimentales qui ont montré que des altérations de la conduction nerveuse, des chloracnées, il y a des photos où on voit bien ces acnées qui durent longtemps, qui durent 2, 3, 4, 5 ans, très difficiles à traiter. Une hyperpigmentation de la peau, parce que dans le foie ça augmente la synthèse des porphyrines, et puis des malformations, avec des becs de lièvre, une mortinatalité. Ça a été surtout étudié au Vietnam, puisque les dioxines étaient présents dans l'agent orange, qui avait servi comme défoliant. Donc, une phétotoxicité également qui a été observée. Et puis, bien sûr, des effets cancérogènes. Alors, les expositions, eh bien, là tout à l'heure, dans les photos que vous passiez, vous avez bien fait de montrer qu'à partir des émissions dans l'air, on a des retombées dans les sols. Alors bien sûr, l'air, on va l'inhaler directement. Donc contamination de la chaîne alimentaire par les plantes. Donc les concentrations peuvent augmenter, bien sûr, dans les plantes et surtout dans le lait de vache. Donc, mais vous voyez l'importance de la consommation
de produits locaux là où il y a des incinérations. Et quand je voyais la photo que vous avez présentée tout à l'heure avec vos vaches derrière, eh bien, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela. Et si vous prenez par exemple des boîtes de récupération comme les traverses de chemin de fer qui sont bourrées d'herbicides, eh bien, vous êtes sûr de faire 1000 fois à 10 000 fois plus de dioxine qu'une usine d'incinération d'ordures ménagères. Hein, donc, vous montrez que l'incinération, ça a quand même des conséquences. Alors, en conclusion, comme je dis, les incendies ont une importance qui a été sous-estimée, et je pense notamment aux incinérations que l'on fait quelquefois dans les jardins à l'automne quand on commence à avoir un peu trop de feuilles. C'est particulièrement irritant, hein, vous avez plein de gaz irritants, et là c'est directement dans les maisons, ça touche les voisins, et l'importance va varier avec la surface, le contenu des matériaux, la répétition des incendies, et la présence ou non de populations, et surtout de populations sensibles. Hein. Dès qu'il y a des enfants, il faut pas, bien sûr, ils courent vers le lieu d'incendie pour aller voir. Hein. Il ne faut pas oublier que ce sont des effets qui vont se manifester sur 30-40 ans, et que l'on a affaire à des toxiques dont certains sont suffisamment cumulatifs pour les avoir pendant plusieurs dizaines d'années. Que ces risques sont essentiellement liés à l'ingestion proposée par l'alimentation, et surtout les apports provenant de cultures et d'élevages sous les vents. Quant à l'incinération sauvage, elle n'a pas lieu d'exister, elle doit être combattue, y compris et surtout dans les jardins à proximité des maisons et des populations. Il y a des effets irritants et toxiques, des gaz et des composés organiques volatiles qui peuvent avoir des conséquences importantes, sanitaires, sur les personnes les plus sensibles. Donc j'espère avoir apporté des éléments de réflexion sur les risques. Franchement, je ne m'attendais pas à trouver tout ça. Quand on a visité le site cet après-midi, c'est vraiment triste. Hein. On a vraiment l'impression de décharge sauvage organisée.